5 de retard. Je vais vous parler un petit peu de la recherche clinique et translationnelle sur la sclérodermie à Bordeaux. J'aurais dû ajouter parce que c'est vraiment ce qu'on fait nous avec Cécile, hein, donc, qui est ici. Je la dénonce. Voilà. Et puis toute la petite équipe qui est un petit peu partout dans la salle et c'est super que vous ayez tous pu venir. Vous avez déjà vu dans notre équipe, bon, Cécile, c'est toi qui t'y colle l'an prochain, parce que là, sinon, on a tous parlé. Hein, donc, Edouard ce matin, et puis là, moi un petit peu, et puis voilà. Et Cécile, à laquelle vous pouvez vous adresser si vous voulez des compléments sur tout ce qu'on fait donc, sur la sclérodermie, mais aussi plus largement, en fait, le rôle de l'immunité innée dans les processus inflammatoires et fibrosants. Donc, c'est au sein de cette team 2, donc au laboratoire Immunoconcept qui vous a déjà été présenté par Christophe ce matin. Et donc, nous, on est cette petite équipe, ce pétale de la fleur, inflammation et fibrose. Donc, on a formé donc, cette équipe sur, en gros, utilisant comme modèle la sclérodermie systémique pour étudier donc l'inflammation et la fibrose avec Cécile il y a maintenant quand même quelques années en arrière. Et notre question, on va dire centrale, c'est d'essayer de comprendre comment la vasculopathie, donc les anomalies des cellules endothéliales, vont contribuer à l'inflammation et à la fibrose. Avec un focus particulier pour le système immunitaire inné. Alors, ça a commencé avec ce premier papier en 2016 dont vous avez déjà parlé, avec la démonstration que des éléments pour nous très importants du sang, vous allez voir pourquoi à la fin de la présentation, qui s'appelle donc les plaquettes, sont capables d'activer les cellules, sont elles-mêmes activées, sont capables de provoquer chez la cellule endothéliale la sécrétion d'une molécule qui s'appelle TSLP, peu importe, mais cette molécule est capable ensuite d'aller induire directement de la fibrose. Et donc ça, c'était un papier qu'on avait publié en 2016 qui permettait de faire le lien, je vous avais montré tout à l'heure, la vasculopathie, la fibrose et l'auto-immunité. Et puis donc, on arrivait à faire un pont direct entre cette vasculopathie et cette fibrose. Donc, on était très contente. On n'a pas vraiment montré le centre avec certitude, mais en tout cas, on avait montré le lien entre les deux. Alors, Cécile a poursuivi vraiment cette voie-là en s'appuyant finalement sur le rôle de ces cellules endothéliales activées et leur impact sur les monocytes et la démonstration que finalement ces cellules endothéliales activées pouvaient promouvoir la génération, donc à partir de monocytes, de macrophages qui étaient avec un profil extrêmement particulier, un profil probablement pro-inflammatoire, pro-fibrosant à la fin. Donc ça, c'est le travail vraiment qu'elle a poursuivi avec un focus très particulier donc, sur les monocytes macrophages. Une cellule, bien entendu, il faut bien le dire, relativement importante dans l'immunité innée, ça c'est clair. Moi, je suis partie un peu plus sur une petite niche dans l'immunité innée, sur d'autres cellules. Donc, quand je dis moi, on travaille vraiment ensemble, c'est nous deux, mais on avait un petit peu fait notre spécificité comme ça. Et donc, sur des cellules d'un autre type, qui sont les cellules lymphoïdes innées, les innate lymphoid cells, qui sont des cellules en fait très très rares, en tout cas au niveau circulant, un peu plus fréquentes dans les tissus, qui sont des cellules résidentes qui sont volontiers en première ligne de la réaction inflammatoire et qui existent sous plusieurs formes, notamment les cellules de type 2 nous ont intéressés particulièrement. Pourquoi? Parce qu'elles étaient générées, favorisées par la présence de TSLP. Ah, je vous ai dit cette molécule tout à l'heure, donc qu'on avait trouvé augmentée dans la sclérodermie, donc ça a une logique. Et ces ILC de type 2 sont capables de produire, on le sait dans la littérature, des tonnes de cytokines pro-fibrosantes, notamment l'interleukine 13. Donc on s'est dit, ça va être logique, on va avoir ça dans la sclérodermie, ça va être parfait. Donc, on a fait ce travail pendant plusieurs années, on a mis quelques temps avant de publier ces résultats, et puis finalement on a montré que ce n'était pas si simple que ça, qu'il y avait bien plus d'ILC2 dans la sclérodermie, mais que ça ne passait pas leur rôle pro-fibrosant directement par l'IL13, mais plutôt par une baisse en fait, de l'interleukine 10. En tout cas, ces résultats nous ont permis d'impliquer cette cellule et ils nous ont
finalement permis de reboucler complètement le trépied, puisqu'on avait impliqué la cellule endothéliale avec la fibrose, et là on a remis finalement le système immunitaire, même si c'est le système immunitaire inné, dans ce triangle physiopathologique. Alors, ces travaux, on les continue et Cécile continue avec des collaborations extrêmement intéressantes à travailler sur l'intérêt de ces macrophages dans la sclérodermie systémique, cellules qui sont extrêmement importantes. Ça a été démontré par tout un tas de papiers, hein, donc là, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Elle a démontré que les macrophages avaient un profil particulier chez les patients sclérodermiques. Mais maintenant, elle va s'attaquer vraiment aux anomalies fonctionnelles de ces macrophages et notamment au processus d'efferocytose. Je ne vais pas détailler ici, c'est juste un petit teasing, comme ça, si vous voulez demander ce que c'est que l'efferocytose, elle pourra vous répondre. Et donc, ça, elle a toute une petite équipe hein, qui est dans la salle, qui peut aussi vous en parler si vous le voulez. J'ai vu Damien, j'ai vu Agathe, j'ai vu Mathieu, voilà, il y a toute l'équipe qui est là, donc c'est parfait. Et puis nous, on avait vu, quand on avait commencé à travailler donc, sur les ILC2, on avait fait une observation qui était qu'il y avait moins d'ILC2 dans le sang et plus dans le tissu cutané. Et ça, on s'était dit, c'est parce qu'en fait, elles ont un géniotactisme peut-être vers le tissu d'intérêt et donc elles partent du sang pour aller vers la peau. Mais il y avait un autre type cellulaire qui était très diminué dans le sang et qui ne se retrouvait pas, lui, dans la peau, c'était les ILC3, donc un autre sous-type de cellules ILC. Et ces cellules donc, qui étaient encore plus diminuées dans le sang, finalement, que les ILC2, et quasiment inexistantes dans la peau. Donc, on s'est dit, probablement, elles vont ailleurs. Et les ILC3, elles sont connues pour être plutôt surreprésentées dans un autre tissu important dans la sclérodermie systémique, qui est le tissu digestif. Ces ILC3 sont extrêmement impliqués dans d'autres maladies comme les MICI, notamment la maladie de Crohn. On ne sait pas du tout ce qu'il en est dans la sclérodermie systémique et en recreusant un petit peu la littérature, on se rend compte que finalement, alors que pratiquement toutes les atteintes de la sclérodermie ont été largement attribuées à une participation du système immunitaire, l'atteinte digestive, finalement, on connaît très peu pratiquement rien du rôle du système immunitaire donc, dans les anomalies digestives de la sclérodermie systémique. Donc, on a décidé de s'y atteler et c'est Louis, PBA, qui est un petit peu en haut, là, qui va m'aider à faire ce travail à partir de l'an prochain. Donc, pour chercher finalement les anomalies, à caractériser les anomalies immunologiques de l'atteinte digestive de la sclérodermie et plus particulièrement l'application des ILC3. Donc ça, c'était la recherche translationnelle. Et je vais vous dire, je vous ai déjà parlé un petit peu des essais qu'on avait dans la sclérodermie systémique dans le service et puis pour lesquels on va collaborer donc, entre nous. Ça reste une maladie rare, donc il faut vraiment faire les essais ensemble. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire tout seul dans son coin. Et là, je vais vous parler d'un essai un peu plus particulier qui me tient à cœur parce que c'est celui qu'on a mis en place nous, c'est notre PHRC, et c'est sur une population tout à fait particulière. La sclérodermie systémique, c'est une connectivite qui annonce son arrivée. Et ça, c'est quand même assez peu commun. Elle annonce son arrivée parce qu'il y a un drapeau rouge qui est le phénomène de Raynaud qui arrive avant les autres symptômes. Si on a un phénomène de Raynaud et des anticorps propres à la sclérodermie systémique, on ne coche pas les cases de la sclérodermie systémique. En revanche, on a une pré-sclérodermie. Quand on a une pré-sclérodermie, et ça a été reconfirmé dans cette étude, il y avait déjà des données qui existaient sur lesquelles on avait basé le PHRC qu'on avait obtenu en 2017. Mais ça a été reconfirmé tout récemment parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le monde de la sclérodermie, puisque comme vous l'avez vu, on n'arrive pas très bien à traiter la maladie une fois qu'elle existe déjà. Et donc, ça a été confirmé dans cette étude VEDOS. Quand on a phénomène de Raynaud plus anticorps spécifiques de la maladie, on a à peu près un risque sur 2 d'évoluer à 5 ans vers une sclérodermie systémique avérée. Donc, quand on a la connaissance de ce qu'est une sclérodermie, quand on a la connaissance du peu de traitement qu'on peut avoir pour ces maladies-là, eh bien, finalement, on se dit que peut-être, si on pouvait mettre en place un traitement préventif à ce stade, ça serait extrêmement intéressant pour ces patients.
Une fois qu'on a dit ça, il nous manque la cible. Et nous, on a vraiment beaucoup travaillé sur cette cible. Et suite aux travaux qu'on a menés, on a trouvé qu'il y avait cette activation plaquettaire qui existait de façon très précoce, donc chez les patients sclérodermiques, mais aussi chez les patients pré-sclérodermiques. On a montré que ces plaquettes avaient été capables de sécréter différentes molécules qui allaient, je vous l'ai montré tout à l'heure, entraîner petit à petit donc, la vasculopathie et la fibrose. Et donc, on s'est dit peut-être que si on ciblait ces plaquettes très précocement, peut-être qu'on arrêterait l'évolution vers ce qui caractérise la sclérodermie, c'est-à-dire la vasculopathie et la fibrose. Donc, on a été aidé en ça avec Aquitaine Sciences Transfert, qui permet de transformer finalement les idées en réalité. Et on a pu mener quelques essais supplémentaires, notamment in vitro, mais également in vivo chez la souris. Et donc, dans un modèle murin de souris bléomycine, qu'on a ou non gavé avec du clopidogrel, donc, qui va inhiber cette activation plaquettaire de manière efficace. On a montré qu'on pouvait finalement prévenir la survenue de fibrose chez les souris qui étaient pourtant stimulées par bléomycine. Dans les suites de ça, on a obtenu ce PHRC PSIT, qui a été donc financé en 2017. Et puis ensuite, on a comment dire, quel est le terme, sombré dans les affres de la fabrication du placebo, réglementaire, etc. Bref, on a pu ouvrir enfin l'essai en 2022 et vous avez peut-être déjà reçu ce flyer qu'on a fait. Donc voilà, si vous avez, c'est le protocole PSIT. Si vous avez des patients qui correspondent donc à ces critères d'inclusion, phénomène de Raynaud, anticorps propres de la sclérodermie, vraiment n'hésitez pas à nous contacter parce que actuellement c'est une thématique qui est extrêmement qui a extrêmement le vent en poupe, parce que clairement on préfère prévenir que guérir, et c'est actuellement le seul essai clinique de ce type-là au monde, je ne sais pas le dire, mais voilà, donc préventif dans la sclérodermie, c'est vraiment le seul, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des patients qui répondent à ces critères. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous dis un petit mot aussi parce que je voulais remercier toute l'équipe de recherche clinique, sans qui tout ça ne serait pas possible. On a vraiment une équipe de choc qui nous aide beaucoup. J'ai déjà remercié Thomas à plusieurs reprises, mais sinon, je pense que tout ça ne serait pas possible non plus, notamment la partie réglementaire, mais tout le reste, le soutien quotidien. Et vous tous pour votre écoute. S'il y a des questions, des inclusions aussi. En fait, oui, je peux me débrouiller si tu veux, mais si je commence, parce que les phénomènes de Raynaud, on est selon les études, entre 5 et 8% de la population. Si je commence à avoir tous les phénomènes de Raynaud, ça va beaucoup m'occuper. Mais phénomène de Raynaud suspect, et il y a besoin de contrôler l'anticorps ou quoi, oui, tout à fait, je fais volonté, il n'y a pas de souci. On fait la capillaro. À partir de 18 ans. Oui. On a limité à 18 ans parce que pour les contraintes réglementaires, c'est quand même plus facile.